Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va à merveille parce que ce vendredi, j'ai un nouveau disque qui sort. Je dis j'ai, mais en fait, c'est un nouveau disque d'une collaboration avec le Quatuor Molinari et Vincent Boilard, oboïste. Donc, c'est un disque de quintette, qui est une formation assez rare, devrais-je dire. Et ce disque s'intitule Lumière nordique et c'est sous étiquette Atma. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je me disais, quoi de mieux que d'inviter le principal intéressé, celui qui était venu me discuter de ce projet il y a déjà maintenant 2 ans, Vincent Boilard, oboïste, et d'aller en détail pourquoi il a choisi ce répertoire, mais aussi discuter un peu de son parcours de musicien. Et ça donne une belle rencontre. Mais avant de débuter, laissez-moi vous le présenter convenablement. Originaire de Montjoly, au Bas-Saint-Laurent, Vincent Boilard est hautbois solo associé à l'Orchestre symphonique de Montréal et chargé de cours à l'Université de Montréal depuis 2015. Bien connu sur la scène musicale classique québécoise, sa réputation d'instrumentiste et de pédagogue n'est plus à faire. Suite à ses études au Conservatoire de musique de Rimouski et Québec sous la tutelle de Philippe Magnan, il entreprend une maîtrise en interprétation à la Haute École de musique de Genève. Il s'est perfectionné auprès des grands maîtres du hautbois tels que Roland Perrenneau, Maurice Bourgu et Heinz Holliger. Avant d'occuper son emploi à l'OSM, Vincent Boilard a gagné des postes à l'Orchestre symphonique du Jura et à l'Orchestre du Festival de Verbier en Suisse, ainsi qu'à l'Orchestre symphonique de Laval et à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Même s'il mène une carrière active à l'orchestre, Vincent Boilard participe régulièrement à des concerts de musique de chambre avec ses collègues de l'OSM. Il a aussi été soliste avec les Violons du Roi, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et a offert de récitals au Festival Concert aux Îles du Bic, au Festival international du Domaine Forget et dans le cadre de sa tournée canadienne avec les Jeunesses musicales du Canada. Voici ma discussion avec Vincent Boilard. Ouais. 1, 2, 1, 2. 1, 2, tout est Test. bon. Test. Hey, il y a un disque qui sort ce vendredi, parce que ça va sortir lundi. C'est pour ça que je m'adresse comme si ça va arriver. Donc, on a un disque qu'on a fait ensemble avec le Quatuor Molinari, puis j'aimerais ça qu'on embarque tout de suite, qu'on en parle un peu, si tu veux bien. Ouais, je suis très excité. C'est un projet. Man, je suis super excité aussi, parce que j'en parlais avec d'autres amis, j'ai dit, tu sais, le concept de quintette, surtout avec des cordes, la grande habitude, c'est avec piano, du quintette avec piano, et des fois avec clarinette, dans le répertoire dit. Moi, c'était, si je parle pour moi au sein du Quatuor, c'est la première fois que je faisais du quintette avec hautbois, et là, on parle quand même d'un programme de 1 heure, là, donc c'est vraiment un récital, là, tu sais. Ouais. Et toi, t'en avais déjà fait avant un peu? En fait, nous autres, la formation principale avec cordes, c'est souvent quatuor. Oui, donc, c'est ça. Le quatuor de Mozart. Exactement. Hautbois, trio à cordes. Il y a le Britten qui sont vraiment les 2 pièces phares, mais il y a quand même des pièces anglaises, le Bax, le Bliss, qui sont pour hautbois et quatuor à cordes. Puis il existe quand j'ai commencé à faire des recherches justement pour le projet, j'ai trouvé tout aussi une liste de répertoires qui existe, mais tu sais, c'est un peu plus obscur, là, moins mainstream. Là. Ben ouais. Mais il existe quand même tout un répertoire, je te dirais surtout musique anglaise, pour hautbois et quatuor à cordes.
pour peut-être d'autres projets éventuellement. Ah ouais, on en reparlera, évidemment. Mais juste pour savoir, premièrement, c'est pas ton premier vrai disque officiel solo, non? Il me semble que tu avais fait un truc avec piano que j'avais déjà discuté. En 2014. 2014. Justement, il fallait que je te remercie. Non, ça fait plaisir. Parce que tu es à peu près le seul qui en avait discuté, mais c'était un projet de retour de mes études en Suisse. Ouais. Puis là, j'en partais en tournée avec les Jeunesses musicales du Canada en 2014, avec Olivier Hébert-Bouchard. Puis là, on s'était dit que ça prenait peut-être un disque là, pour vendre après. Ben, un disque, pour aujourd'hui, les gens doivent comprendre que pour un musicien, c'est surtout une carte de visite. C'est une belle façon de se présenter aux gens, dans laquelle les gens peuvent, évidemment, sans venir au concert, au moins avoir accès un peu à ton son, à ta présentation, puis après, les gens peuvent venir expérimenter live. C'est comme ça qu'en tout cas, aujourd'hui, on voit c'est quoi un disque, parce qu'il n'y a plus d'argent vraiment à faire avec ça. Les gens n'en jettent plus, vraiment, réellement. Mais les gens écoutent de la musique. Les gens n'ont jamais autant écouté de musique. Les streamings sont élevés, puis tout ça. Mais dans ton cas, ce disque-là, c'était plus une production indépendante, si je me souviens. Absolument. On s'est arrangé. C'est un de mes amis... Étienne Chénard qui avait fait la prise de son, il a fait le montage. Mais tu sais, on avait quand même, on avait fait beaucoup de travail. On avait loué la salle Henri Gagnon à l'Université Laval. Puis c'est nous autres qui avions écouté tous les 3 jours d'enregistrement. On avait décidé quelle partie on allait couper. Puis après ça, c'était mon Vous ami. avez fait le montage, finalement? Ben, je sais, c'est pas moi manuellement qui l'ai fait, mais oui, on avait écouté ensemble. Tout. Oui. Ça, c'est long. Oui, ça avait été très long puis très, très demandant. C'est pour ça que je me suis dit que je n'allais pas en faire un tout de suite après. Mais moi, je suis exactement dans la même procédure pour un projet, un projet à côté. Puis c'est extrêmement demandant. Aller à travers tout ça, écouter, prendre des... Puis aussi, à un moment donné, à un certain moment, il faut que tu prennes la décision. C'est quel bout que je prends, quel bout que je colle, qu'est-ce que j'aime. Oui, c'est ça. Mais là, ici, dans ce cas-ci, dans ce projet, c'est pour ce disque qui sort vendredi. Là, tu t'es associé avec une compagnie, on va le dire ici, avec Atma Classique. Absolument. Et parle-nous un peu du projet. Premièrement, d'où vient l'idée d'aller avec un quintet? Pourquoi t'es venu... pourquoi t'es venu me voir, me parler de ça? Ben, en fait, ça faisait déjà un petit bout, tu sais, depuis mon disque en 2014. Je voulais en faire d'autres, tu sais, par la suite, j'ai gagné l'OSM, j'ai eu 3 enfants. Puis là, la pandémie, ça m'a comme libéré l'esprit, donné la possibilité de réfléchir à quel projet j'aimerais faire. Fait que pour moi, c'était comme naturel d'aller en musique un peu plus moderne, musique canadienne. J'ai réfléchi à mon identité en tant qu'oboïste. Puis quelque chose aussi d'utile. En pandémie, on se trouvait un peu inutile, là, dans le sens que tout était fermé. Tellement. Fait que... Tous les gens qui viennent au micro, à chaque fois qu'on parle de la pandémie, disent tous moi, je pensais que c'était terminé. Là. Finalement, j'allais faire autre chose. C'est ça. Tout le monde a eu ce moment-là. Là. Ou, comme tu as fait un peu, aller dans la petite case de « Hey, je me suis jamais donné le temps d'aller faire ces projets-là ou tel truc. » Donc, dans ton cas, c'est ça. Mais moi, c'est en fait un peu des deux, dans le sens que c'est un projet aussi qui m'a fait du bien parce que la pandémie, c'était comme un vide. Puis j'ai toujours plein de projets. Mon agenda était plein, puis j'avais plein d'affaires. Puis là, ça me prenait quelque chose pour me grounder parce que, écouter les mauvaises nouvelles, puis en tout cas, j'avais de la misère avec ça un peu. Oui, c'était très lourd. Fait que là, je me suis dit, bon, je me lance. Musique canadienne, ça va être utile. Fait que là, j'ai regardé à peu près tout ce qui existait de musique canadienne parce que, tu sais, c'est quand même assez... Moi, j'enseigne aussi à l'Université de Montréal. C'est assez frustrant des fois avec les étudiants. On cherche des pièces de musique canadienne. Il y a peu d'enregistrements. Faut que tu cherches loin. Des fois, il y a un enregistrement d'archives un peu obscur, tout croche. Puis aussi, peut-être, faut mentionner ces pièces canadiennes-là. Souvent, c'est quand on est étudiant ou même pour des examens. Souvent, c'est des pièces qui sont demandées. On demande de jouer du répertoire qui vient d'ici, qui vient de chez nous. Il faut en connaître. Puis justement, il existe le Centre de musique canadienne qui est finalement assez formidable pour nous. Est-ce que c'est une bibliothèque où on peut retrouver de tout? Oui. Mais faut-il encore aller fouiller dedans? Absolument. Puis c'est ça que tu as fait. Oui, c'est ça. J'ai commencé à fouiller, puis regarder ce qu'il y avait de possibilités comme partition. Fait que j'ai tout sorti, puis là, j'ai regardé. Puis tu sais, j'avais aussi à garder en tête, parce que vous aviez déjà fait un disque avec André Moisan. Un de tes collègues. Évidemment. Un de mes collègues, on voyage souvent ensemble, on est les deux de la Rive-Sud. Ben oui. Puis, en tout cas, je trouvais ça intéressant, vu que vous êtes quand même vraiment spécialisé en musique contemporaine. Fait que j'ai regardé toutes les possibilités, puis là, j'ai trouvé 4 pièces vraiment intéressantes pour au bois et quatuor à cordes, qui fonctionnaient dans un projet.
Fait que là, j'ai sorti les partitions, j'ai fait des demandes de subventions. Puis après ça, dès que j'ai eu le financement, puis ben... La routine de faire un disque, parce que souvent les gens ne savent pas comment ça marche, ils pensent qu'on se présente, on se fait faire un disque. Non, non, non. Aujourd'hui, il faut trouver des sous, il faut appliquer à des bourses. Une fois qu'on a ces sous-là, ben, on peut justement entamer une procédure avec une compagnie ou indépendamment. Dans ce cas-ci, c'est avec Atma, ce qui est cool parce qu'au Québec, il y a quand même 2 grosses compagnies. Souvent, si vous achetez des disques de musique classique, ben, il va y avoir Atma puis il va y avoir Analecta, qui sont les 2 plus importantes, peut-être même, j'irais jusqu'à dire, au Canada. Et après, il y en a certains autres qui sont aussi présents. Mais ils ont un immense catalogue, un très gros catalogue. Et ce qui est le fun, c'est que la distribution de ton disque va bien se faire pour ça. Mais là, la procédure a été quand même différente. Là. Nous, on est allés ensemble, on a répété, on a fait le concert pour le casser, voir les forces et faiblesses. Et puis là, après, on est allé à Saint-Augustin. Oui. Qui est un paradis, honnêtement, pour enregistrer. Je trouve la musique de chambre. Là. Absolument. La prise de son est incroyable. Incroyable. Mais là, cette fois-ci, quel en était du montage pour toi? Là, tu n'as pas écouté toutes les pièces. Non, ben c'est ça. Là, j'étais vraiment en Cadillac. Là. C'est Anne-Marie Sylvestre qui en fait, était responsable de l'enregistrement. Puis elle a pris des notes durant l'enregistrement. Après ça, nous a envoyé un premier montage déjà fait. Oui. Il fallait qu'on écoute. Des commentaires. Qu'on commente tout ça, savoir s'il y a des trucs qu'on aimait mieux ou d'autres. Puis après ça, après les corrections, on a fait 2 ou 3 séances comme ça. Là. Mm-hmm. Puis après ça, ben, c'était déjà réglé. Mais tu sais, elle est tellement efficace aussi que ça s'est passé super rapidement. Puis on a un produit, donc on est très fiers. Là. C'est très cool. Non, moi, j'ai hâte de le partager. Si tu veux bien, pourrais-tu présenter un peu, expliquer un peu ces pièces-là, ces 4 grosses pièces-là qui sont sur le disque? Donc le disque s'appelle Lumière nordique. Ça m'a pris un petit temps avant de trouver le nom, mais finalement, ça m'est vraiment... j'ai comme eu un éclair de génie. Là. Je me suis dit, ça fonctionnerait vraiment. Lumière dans le sens, mettre la lumière sur des œuvres qui n'ont jamais été enregistrées. C'est quand même important de le dire. C'est des pièces qui ont été sélectionnées spécifiquement parce qu'ils n'avaient jamais fait l'objet d'un disque physique. Donc, on va permettre de les découvrir, ces compositeurs. Après ça, lumière aussi, c'est pour mettre en lumière le hautbois, qui n'est pas nécessairement un instrument qu'on entend souvent en disque. Qu'on n'entend pas souvent hors d'un orchestre, on peut dire ainsi, parce que dans l'orchestre, très identifiable, et l'instrument est quelque part un peu dédié à ce rôle, à ce que tu fais finalement, être à l'orchestre symphonique, on parlera tantôt. Mais le sortir de ce contexte-là, comme tu dis, c'est mettre en lumière vraiment une autre facette de l'instrument. Oui, puis tu sais, en plus, c'est du répertoire moderne. Donc, c'est on fait pas de technique ultra moderne dedans, mais c'est quand même 4 univers sonores complètement différents. Puis nordique, c'est des pièces canadiennes. Là, fait que... Puis chaque pièce là-dedans a quand même une part de lumière intéressante. Là. Mm-hmm. Donc, la première pièce, c'est le Serenata da Camera de Stuart Grant, un compositeur québécois. C'est un oboïste aussi, puis chef d'orchestre aussi. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi dans ce disque-là, c'est les rencontres avec les compositeurs aussi. Oui. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter de sa musique. Il était tellement heureux qu'on joue sa pièce. Lui, il l'avait créée il y a 30 ans, lors de la création. Puis après ça, les pièces n'ont pratiquement jamais été rejouées. Donc, d'en discuter avec lui. Donc, lui, la première pièce, c'est une œuvre. C'est un thème et variation qui met en lumière justement chacun des instrumentistes à tour. Chaque variation met l'emphase sur un instrumentiste en particulier. Ouais. La deuxième pièce... puis ce que je peux dire aussi de Grant, c'est que c'est un langage musical vivant, accessible. Lui, il a fait des études en composition jazz. Donc, c'est vraiment des mélodies quand même accrocheuses. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur trop de la musique contemporaine tout le temps. C'est pas nécessairement tout le temps trop des... Puis dans ton disque aussi, je trouve que c'est assez varié stylistiquement. Parce que contemporain, c'est un gros mot. C'est un mot large. Oui, c'est un mot large. Puis on peut faire des trucs qui sont plus tonales, c'est-à-dire des choses que vous pouvez écouter et vous sentir confortable parce que notre oreille souvent est dressée sur certains accords qu'on entend soit à la télé, soit à la radio. Mais il y a des choses aussi, des fois, un peu plus expérimentales. Dans ton disque, on a le droit vraiment à une palette. C'est vraiment coloré. Ça va ça va un peu dans tous les sens et c'est ça qui est le fun. Oui. C'est ça.
Tant dans le grand que tu parles, justement, qui est un thème et variation, bon, on a un thème et là, ça bouge, autant après, on s'en dans une autre pièce, puis c'est pas du tout la même idée. Non, absolument pas. Mais c'est ça, ça fait voir tout l'éventail des possibilités expressives du hautbois. Exact. La deuxième pièce, c'est une Searching for Sophia d'Elisabeth Röhm. Une autre oboïste qui est compositrice, mais elle est vraiment très prolifique. Compositrice, une des plus accessibles, justement, dans la musique au Canada. Cette pièce-ci est inspirée de un peu de ses grands-parents qui ont immigré de Syrie. Donc, il y a comme des influences du Moyen-Orient dans la musique, mais c'est de la musique assez tonale quand même. C'est pratiquement de la musique de film. On écoute vraiment sans se poser trop de questions. Puis elle dit que c'est inspiré de la légende de Sophia, on pourrait dire le pendant féminin de Dieu dans une religion du Moyen-Orient. Donc, c'est pratiquement, on pourrait dire, une pièce féministe qui dénonce le poids des traditions, du patriarcat, tout ça. Puis une pièce aussi très, comme tu disais, mélodieuse et aussi rythmée par moments. Oui. Dansant, je pourrais Exactement. dire. Le premier mouvement, c'est danse. Oui. Deuxième, c'est comme une lamentation, ça s'appelle Prayer. Troisième mouvement, c'est des fantaisies sur thèmes traditionnels. Elle dit qu'il y a une opposition entre les thèmes de chansons qui étaient chantées par sa grand-mère et une espèce de je pourrais dire... C'est bon. Mais disons, des fois, ça pourrait être une sorte de côté rigide. Absolument, c'est ça. C'est ça qui se cache en arrière avec un autre instrument qui vient à côté ces thèmes-là. Exactement. Donc, il y a un peu de rigidité, mais finalement, elle a réussi à s'épanouir, à sortir de tout ça. Ouais. La troisième pièce, c'est une pièce de Michael Parker. Oui. Un compositeur vraiment un peu méconnu. Là. Moi, je n'avais aucune idée c'était qui. Non plus. Lui, il vient de Terre-Neuve, Labrador. Okay. Puis, c'est un autodidacte, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans cette œuvre-là, c'est que ça s'appelle Requiem Parentibus, puis c'est écrit suite au décès subi de son père. Donc, je sens vraiment que c'est comme il suit les étapes du deuil. Vraiment. Donc, dans le premier mouvement, c'est vraiment le choc, la colère. L'incompréhension. Le deuxième mouvement, on est dans la tristesse, la mélancolie. Puis le troisième mouvement, tranquillement, on chemine vers l'acceptation. Fait que c'est un musicien... C'est une musique un peu plus atonale, peut-être un peu plus dérangeante par moment, mais si on comprend l'histoire autour, c'est une musique qui m'a fait du bien à écouter pendant la pandémie. C'est très personnel. Oui, absolument. Oui. Parce qu'on a vécu tellement de deuil, puis de mettre ça en musique, de le sentir, quelqu'un qui vit les mêmes émotions, ça m'a fait beaucoup de bien. Good. Puis on termine avec une pièce de Brian Cherney, un compositeur. On peut dire maintenant québécois, là, il vient d'Ontario, mais il a vécu plus longtemps à Montréal et il s'identifie lui-même comme québécois. Oui, absolument. J'ai lu depuis 1972 qu'il enseigne à McGill. Oui, exactement. Donc là, ça fait pratiquement 50 ans. Je pense que ça fait plus longtemps qu'il est ici. Puis, charmant monsieur. D'ailleurs, coïncidence aussi, nous... moi, ma première pièce canadienne que je joue de toute ma vie, c'était son 3e quatuor quand j'étais étudiant à l'université à McGill. Et puis moi, j'ai eu la chance d'enregistrer quelques-uns de ses quatuors. Et il nous en a écrit un pour Molinerie cette année qu'on a fait en première il y a un mois et demi. Et il est fantastique. Je veux dire, il y a des super belles idées. C'est vraiment très beau. Puis ce qu'il fait avec toi, c'est là qui est intéressant. C'est qu'il rajoute des petits trucs, des petites bébelles sur scène avec nous autres. Là. Ah, puis c'est tellement touchant de le voir quand on a joué en concert. De dire qu'il ne se rappelait même plus qu'il avait écrit cette pièce-là. Il a écrit vers le début des années 90. Ouais. Puis ça a été joué pour son frère, Lawrence Cherney, qui a commandé. Ouais. Puis c'est inspiré de ça s'appelle In the Stillness of the Summer Wind, inspiré de ses étés passés à la campagne. Puis, il se rappelait même plus qu'il avait écrit cette pièce-là. Donc, c'est vraiment drôle. Puis finalement, il dit, finalement, je trouve que c'est encore bon. Ça vaut la peine d'être réécouté. Fait que, je pense qu'on fait partie d'un écosystème musical. C'est important d'y prendre part. Oui, mais on a aussi un devoir de mémoire. Hein? Puis ce devoir de mémoire-là, en tant que musicien, je pense va des fois au-delà du concert. Oui, on peut le faire en concert, mais un concert, hélas, c'est très éphémère, ça s'évanouit. Puis un disque, moi j'aime faire des disques. Toi, t'aimes-tu ça faire des disques? Écoute, c'est exigeant. Oui. C'est très, très exigeant. J'aime ça. C'est un plaisir.
Mais je veux dire, de faire toute la somme de travail, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui en font beaucoup. Parce que je sais... Ouais, avec Moulinerie, on en fait pas mal. Il y a à peu près un par an, là, Ouais. au moins. Ah, c'est Puis, gigantesque. c'est gigantesque, mais en même temps, moi, c'est le plaisir de gratter le détail, le plaisir, mais aussi l'espèce de... Quand on va avoir fini nos carrières, toi et moi, ça va revenir maintenant. On va arrêter de jouer. Mais c'est de regarder en arrière puis de dire qu'est-ce qui reste. Ouais. Puis des fois, tu sais, surtout que tout le monde partage une chose, c'est l'enseignement. Ça, c'est quelque chose, quand on est musicien puis qu'on enseigne, ça reste. Il y a cette espèce de leg qu'on donne un à un. C'est super personnel, c'est le fun. Mais un disque, c'est un leg aussi. Absolument. Puis c'est... Moi, ce que j'aime bien gros quand on enregistre des disques, et je souhaite la même chose pour tes disques, c'est que des jeunes musiciens vont l'écouter parce qu'ils vont apprendre, soit, mettons, du répertoire que tu as joué, puis ils vont essayer de mieux jouer que toi. T'sais. Absolument. C'est ça le défi. T'sais. Ah oui. Puis moi, tu sais, mettons, nous autres, on a fait l'Équateur de Schnicke. Je pense qu'on était le 3e enregistrement qui existe. Puis là, je crois qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis, ben, c'est ça, on participe à l'espèce de raffinement, de peaufiner un compositeur dans lequel on a fait notre possible à notre tour. Puis là, il y a d'autres jeunes qui vont être encore plus forts, qui vont prendre ça. Puis là, Oui, puis ça inspire les autres à faire la même chose. Là. Exactement. Puis à développer, puis tu sais, à rester là. Puis aussi, c'est le fun, moi, ben, tu as des enfants, moi aussi, c'est le fun de dire, tu laisses un petit souvenir sonore de leur père. C'est quand même. Oui, puis quelque chose de bien fait, moi, quand je l'écoutais, je disais, okay, c'est vraiment cool. Oui, pas de regret. Non. Ça sort, puis ça va être cool. Donc. Si je peux juste revenir sur la dernière pièce de Journey, parce qu'on n'a pas dit grand-chose. C'est vrai. C'est juste une œuvre qui est inspirée de la nature, puis c'est vraiment particulier parce qu'il s'inspire des différents timbres, fait des jeux de timbres avec le hautbois, les cordes, les pids, puis il y a aussi l'utilisation des carillons de verre, clash chimes, qui donne un peu l'impression de vent. Donc, c'est comme ça commence vraiment en smooth. Puis tranquillement, ben là, la tempête se lève, ça brasse un peu plus. Puis à un moment donné, il y a comme une chanson folklorique qui sort de tout ça. Puis ça finit comme si de rien n'était. Donc, c'est ça. C'est un bel univers à découvrir d'ambiance sonore. Et si vous cherchez des pièces, vous êtes oboïste et vous cherchez des pièces à faire avec vos amis qui ont des quatuors à cordes. Voilà, vous allez avoir l'embarras de choix. L'album sort sous l'étiquette Atma. Évidemment, vous pouvez aller l'écouter sur les plateformes, vos fameuses plateformes iTunes ou Spotify, mais si vous avez un cœur, ça se peut que vous en ayez un, vous pouvez aussi l'acheter, prendre de l'argent et dépenser de l'argent pour avoir un disque pour que c'est à vous, vous allez l'apporter, vous êtes enfin imprimé d'ailleurs? Oui, on a, moi j'en devrais en avoir 150 copies, mais Atma, non, je ne sais pas combien il va en avoir. Excellent, aussi. Donc, et pour ça, nous, on fait un lancement vendredi au Conservatoire de Montréal, à la salle de concert à 7h30. Un concert dans lequel Vincent va venir jouer des extraits. On va aussi expliquer un peu le disque, un peu comme on vient de faire à l'instant. Mais aussi, c'est l'occasion de venir jaser aussi avec nous. On va vendre des copies. Et par la suite, après à cette performance-là, nous allons faire des quatuors 5, 6, 7 de Philippe Glass en préparation à un enregistrement que nous allons faire en juin parce que nous sommes en train de faire toute l'intégrale de ces quatuors à cordes. Ça va être un coffret qui va sortir dans quelques années, mais qui va rassembler environ 3 ou 4 disques pour ce coffret-là. Et après, il y aura sûrement un petit vin. On pourra célébrer un disque. Parce qu'il faut célébrer ça. Avant, il y a eu pendant longtemps des lancements de disques, des vrais lancements de disques où est-ce qu'on y allait. Puis là, cette tradition-là, c'est un peu évanoui, mais moi, je suis content qu'on en fasse un lancement. C'est le fun. Puis en plus, ça va être la journée de mon 35e anniversaire. T'es sérieux? No way! Ah ouais, c'est comme un addon. OK. Ça va être, on va célébrer. C'est vraiment un addon ou c'est un Non, c'est un addon. OK. Michel m'a écrit, ça va être le 24 mars. Ben, OK, ça va. Aïe, ben écoute, c'est parfait. Oui, absolument. C'est parfait, on va avoir du plaisir. Donc, ça, c'est pour la portion disque. Allez l'écouter, puis écrivez-nous si vous avez des commentaires. Et maintenant, on va parler de toi, si tu veux bien. Ben oui, certainement. Faisons un petit voyage dans le temps, si tu veux bien. J'aimerais ça qu'on parle un peu origine, musique, comment c'est arrivé à toi, de quelle façon cet instrument-là est apparu dans tes mains. Ça, d'ailleurs, c'est la première question que je devrais te demander. Comment c'est arrivé dans tes mains? Oui, ben moi, j'ai commencé la musique à 6 ans, okay. Mais pas le hautbois. J'ai commencé la flûte à bec. Pour mes parents, c'était important qu'on fasse de la musique. Tu viens d'où encore? De Montjoli, dans le Bas-Saint-Laurent. Ma grande sœur jouait du piano, puis moi, j'ai commencé la flûte à bec là, en maternelle. Tes parents jouaient?
Mon père, c'est un mélomane. Il joue un peu de tout, mais là, maintenant, il chante beaucoup. Il fait des chœurs Dans et des tout ça. chorales, Okay. c'est ça. Puis là, maintenant, à la retraite, là, il commence les cours de piano. Ah Ma mère ouais! aussi, ma mère aussi là, avait fait du piano quand elle était jeune. Puis là, à sa retraite, elle a commencé plus le piano. Puis là, même cette année, elle a commencé la clarinette. Mon Dieu! Ouais. Wow! Les Ça, projets, c'est cool, ça. C'est ça change les idées, ça tient occupé. Puis la musique, c'est tellement bon pour quand on vieillit. Rester actif puis allumé. Ben, c'est apprendre une autre langue. Hein? Ouais. Vraiment, littéralement, tu as un texte devant toi, il y a un texte. C'est un autre vocabulaire qu'on n'est pas nécessairement habitué. Souvent, tes parents, ben là, ils doivent commencer à être habitués à lire la musique. Mais tu sais, lire la musique en soi, déjà, c'est un défi là, pour bien des gens. Là, puis après, c'est de lire et d'associer ces idées-là avec nos doigts. C'est pas évident. Et chaque instrument a son affaire. Là. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est... Non, t'as raison. Pour un projet de retraite, c'est... Puis il n'y a pas d'âge, vraiment. On peut commencer... Il y en a plein qui font du violon, qui commencent à 60 ans juste pour le plaisir. Pour essayer, au moins t'as essayé, puis tu vas au bout de ton rêve. Exactement. Puis en tout cas, eux autres, ça leur fait vraiment du bien, du plaisir. Cool. Fait que à 6 ans, j'ai commencé la flûte à bec. Là, j'ai fait ça jusqu'en 5e année. Puis à l'école de musique du Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, en 5e année, ma prof de flûte à bec m'a dit, ben, tu sais, ce serait peut-être bon que tu changes d'instrument, parce qu'elle, en fait, était elle dirigeait l'harmonie du secondaire. Okay. Fait qu'elle savait que je m'en venais. Fait que là, elle a dit, ben, tu pourrais choisir soit la clarinette là, au bois ou le saxophone. Donc, j'ai essayé ça, puis elle a dit, ben, tu sais, il me semble que je te verrais vraiment au bois. Puis je me rappelais aussi, tu sais, quand j'étais petit, on écoutait quand même pas mal de musique. Puis on avait cet enregistrement, là, le disque de Heinz Holliger, des concertos baroques. OK. Puis on a aussi un CD de concertos de Mozart, clarinette, basson, au bois, tout ça. Là. OK, instrument. Donc, ça, pour exemple, tu sais, mon père était surtout musique française, c'est Paul Piché, tout ça. Là. OK, Mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que là, finalement, je suis parti avec le hautbois, ça a bien commencé. Puis j'avais aussi entendu... 5e année, donc? Ben, j'ai commencé le conservatoire. Si je voulais avoir des cours avec un prof spécialisé, il fallait que je rentre au conservatoire. Fait qu'en 6e année, je rentre au conservatoire. Idéalement, curiosité, le hautbois, est-ce qu'il y a un âge pour le commencer? Ben, maintenant, il y a des nouvelles techniques, là, que les instruments sont plus petits un peu, parce que c'est quand même lourd. Là, quand tu commences à maternelle, première année, les mains sont trop petites. Il y a des plus petits instruments, les hanches plus faciles. Okay. C'est possible, là, mais ici, il n'y en a pas trop. Mais toi, toi, en tant que pédagogue et professeur, qu'est-ce que tu dirais? Ben, moi, je trouve que la flûte à bec, c'est l'idéal. Parce que tu commences, tu apprends la musique, tu apprends à lire la musique. C'est un instrument à vent. Donc, déjà, tu contrôles la respiration, juste le fait justement de contrôler ça, mais les doigtés, ça n'a rien à voir. Mais c'est semblable. Pour vrai? Ben oui, c'est un instrument. Le hautbois, surtout, c'est un instrument en do. C'est une perce conique. Puis c'est le même... Explique un peu ça, s'il te plaît. Ben, en fait, souvent, les gens ne savent pas trop la différence entre la clarinette et le hautbois. Il y a deux différences principales. La clarinette, c'est une perce à l'intérieur qui est cylindrique. Okay. Donc, au niveau de la forme des ondes puis la forme des octaviations, c'est pas le même principe. Donc, le hautbois, vu que c'est une perce conique, quand tu pèses sur la clé d'octave, c'est juste une octave, mais la clarinette, je pense, c'est une 12e, une 13e. Okay. Donc, le système n'est pas le même pour la tessiture. Le système mécanique. Le système mécanique. Ouais. Puis l'embouchure aussi. La clarinette, c'est une anche simple avec un bec. Le hautbois, c'est une anche double. Donc, anche double, explique ça. Donc, ça veut dire... C'est un morceau de roseau qui est plié en deux, qu'on installe sur un tube en laiton. Puis après ça, on coupe la pointe pour que ça donne 2 lamelles de roseau, puis on gratte. Et là, vous grattez. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est super beau, fascinant, et peut-être gossant pour votre univers de devoir faire des anges constamment. Parce qu'il y a un travail de bricolage. Au-delà de pratiquer votre instrument et d'être bon à ça. Il faut qu'on soit charpentier menuisier un peu. Là. Mais vraiment, parce que tous mes amis ils me disent qui joue de bois, là, avant la soir, tu vas aller faire des anges, tout ça. Puis là, et là, vous grattez votre bois, vous essayez de retrouver la balance parfaite. Mais une ange, c'est combien de temps qu'on peut mettons, l'ange parfait. C'est combien de temps que ça peut être fonctionnel? La meilleure ange, ça dépend toujours de l'utilisation qu'on va en faire. Si c'est une ange parfaite que tu utilises 10 minutes par jour, elle peut te durer un mois. Okay. Mais si tu fais des concerts, ben après 2-3 semaines maximum, ben là, ton ange, ça perd sa flexibilité. Le roseau... Puis quand ça perd la flexibilité, ça veut dire que tu as moins de contact, ça prononce moins? En fait, le bois, l'ange, c'est fait en bambou. Ouais.
Puis avec le temps, le bois tend à s'écraser un petit peu plus. Se ramollit. Se ramollit. Donc là, quand on veut jouer dans l'aigu, souvent on écrase un petit peu l'anche, on envoie l'air plus rapidement pour que ça fonctionne bien. Puis là, on va jouer dans le grave. Puis là, l'anche, elle reste fermée. Bien là, on a de moins en moins de possibilités de faire des nuances. Parce que souvent, donc, c'est dans le grave que le problème arrive. Oui, c'est ça. Okay. Donc là, la majorité des oboïstes ont peur du grave, puis c'est la plus grande difficulté. Puis en raison aussi avec la perce conique. Tu sais, la clarinette, c'est facile de sortir une note dans le grave en raison de la forme des ondes puis comment ça fonctionne. Mais là, au bois, c'est souvent plus résistant. Donc, il faut travailler un peu plus fort, puis il faut s'assurer que l'anche fonctionne bien. Si elle est trop résistante, ben ça va craquer. Puis et ça arrive sûrement en plein concert, qu'ils doivent ça arrive sûrement des moments où est-ce que ça craque, puis là, tu dois la prendre, changer, paf. En général, avant de commencer un concert, je m'assure d'avoir une bonne anche qui va... Oui, je sais, mais est-ce que c'est déjà arrivé en plein concert? Comme, c'était bon, tu avais prévu que c'était bon, puis ça te lâche. Oui, ça peut arriver. Puis dans ça, il faut que tu aies un backup, puis tout ça, puis de la panique s'installe, puis c'est le fun. Oui, mais c'est ça, les oboïstes, c'est difficile, même pour la santé mentale, parce que, tu sais, il y a tellement de trucs qu'on peut pas prévoir. Tu sais, même l'instrument de sa composition, c'est fait en ébène, un bois extrêmement dur, mais il y a beaucoup, beaucoup de trous qui sont percés dedans. Fait que ça arrive souvent que ça craque. Il y a des fentes. Donc, ces craques-là viennent, entre autres, pas nécessairement entièrement de l'anche, mais aussi de l'instrument, comme tu dis. De l'instrument peut causer problème d'avoir de l'eau dans une clé. Ça arrive ça fait à cause de la condensation de l'air chaud. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on fait dur. Non. Mais je veux dire, on fait notre possible. On essaie de la faire sortir. On prend des papiers à cigarettes. On nettoie l'instrument. C'est ça, des papiers à cigarettes, c'est pour justement enlever l'humidité, absorber les liquides que vous mettez en tes clés. En général, si l'instrument est assez propre, s'il y a des saletés, il va y avoir plus d'eau. Nous autres, à Montréal, on est, je parle pour les cordistes, on a nos luthiers, nos archetiers, qui sont des gens extrêmement importants avec qui on va souvent faire un tour pour des ajustements. Au bois, est-ce qu'il y a un spécialiste ici en ville? Quelqu'un sur qui, mettons, il y a un problème, justement. Ton instrument a un problème, c'est qui la personne qu'on va voir pour ça? Oui, ben chez Twig, ils ont parlons de Twig, parce que souvent, tous les instruments me disent « Ah, je vais aller chez Twig ». Donc, Twig, c'est un peu la place pour les instruments avant, en général. En général, oui. Là, dernièrement, ils ont un réparateur assez compétent qui a été étudié en France. Okay. Puis sinon, il y a un autre ancien oboïste de Montréal que je vais voir souvent, là, Éric Saint-Amand, qui lui est comme à son compte, mais il est très compétent au niveau des hautbois. OK. Donc, mais c'est ça, donc ça existe aussi, là, des spécialistes pour chaque... C'est ça que je me demandais. Oui, parce que c'est pas la même chose qu'un saxophone. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est un autre univers. Oui, absolument. Puis c'est tellement minutieux, puis c'est tellement... tellement délicat qu'il faut vraiment faire attention aux ajustements parce qu'il y a un petit truc différent. Parce que ton instrument, entre autres, il vient pas d'ici. Tu l'as acheté en Europe, probablement? Oui, en France. C'est ça, donc tu peux pas avoir accès nécessairement facilement. Non, ben c'est ça, c'est difficile de retourner chez moi. J'ai un instrument Marigot que j'ai acheté à Paris, puis c'est ça. Je peux l'envoyer si c'est vraiment un problème majeur, mais je n'irai pas, l'envoyer pour un petit babiole. Et donc, 5e année, en tout cas, pour avoir des cours au conservatoire, là, tu te dirigeais à apprendre le hautbois. Donc, tu te mets à pratiquer. C'est encore pour le fun à ce moment-là, je présume. Oui, absolument. C'est un petit hobby. Ça a toujours été le fun. C'est encore le fun. le fun. Ouais, mais c'était quand même un hobby. Là, c'était faire tu as commencé à faire de l'orchestre. Ben, tu as commencé à faire de l'harmonie, en fait, c'est ça? Oui, au secondaire, oui. Puis rapidement, j'ai quand même fait de l'orchestre au Conservatoire de Rimouski parce qu'à l'époque, l'orchestre de l'Estuaire faisait partie des cours. Donc, j'ai commencé mes premiers orchestres avec l'orchestre de l'Estuaire, puis ensuite l'orchestre des jeunes du Québec-Maritime avec James Darding, puis Hugues Laforte qui dirigeait. Cool. Donc, c'est ça, bon an, mal an. Mais tu sais, moi, j'avais quand même de la facilité aussi là, à l'école, puis en musique. Fait que c'est ça. Puis j'étais chanceux parce que au départ, c'était Philippe Magnan qui m'enseignait. Puis il venait de Québec là, pour m'enseigner à Rimouski. Fait qu'au départ, on était 2 ou 3 étudiants. Puis à un moment donné, j'étais tout seul. Okay. Fait que pendant un petit bout, Philippe, il était parti, il faisait de la tournée un peu plus, faisait du solo. Fait que j'ai eu plusieurs professeurs qui sont venus me voir, Mélanie Harel, Jean-Luc Côté,
Sarah Legendre-Bilodeau, c'est comme plusieurs profs qui ont remplacé. Ouais. Puis après ça, c'est ça, Philippe il est revenu à gagner son poste à l'OSQ, puis là, il revenait plus souvent, mais ça arrivait souvent qu'une 2 ou 3 semaines, j'avais pas de cours. Là. S'il y avait une tempête ou s'il arrivait quelque chose. Oui, c'est puis... ça. Mais je m'arrangeais. Le là, Bas-Saint-Laurent. c'est ça. Sur la 132, c'était pas toujours facile. Mais en même temps, tu avais ton instrument, tu fais pratiquer, puis comment on pourrait dire, à l'époque, il n'y avait pas le YouTube, mais tu avais des... Pour voir ce que les autres faisaient, tu avais des disques, puis tu pouvais développer ton écoute, puis souvent, c'était une autre façon d'apprendre aussi à cette époque-là. Oui, puis j'étais motivé. Moi, je faisais des concours à toutes les années. Là. Je faisais des cours de Victoriaville, les solistes. La petite run. La petite run. Je faisais tout. Là. De toute façon, je me disais, je rentabilise mon temps de pratique. De toute façon, j'ai monté mes pièces. Fait que je voulais jouer en concours. Fait que ça me motive encore plus. Puis ça fonctionnait assez bien. Là. J'ai gagné mon premier camp musical. Je suis allé au camp musical des Laurentides. Okay. C'était Alain Trudel qui était le directeur cette année-là. Fait que c'était des expériences mémorables parce que là, tu passes toute ta journée là, à faire de la musique. Avec plein de monde. Avec plein de monde qui sont vraiment bons. Tu fais des rencontres. Fait que là, c'est vraiment cool. Là. Comme milieu. Fait que, mais tu sais, ça restait comme ça parce que moi, je suis un gars qui adore les maths, les sciences. J'ai fait mon double deck en sciences nature, musique. Mais si tu as fait un double deck, c'est parce qu'il y avait quand même... Moi aussi, j'ai fait un double deck. Moi, il y avait encore une incertitude. Je n'étais pas entièrement sûr d'aller en musique. C'est parce qu'il y a tout le temps de l'incertitude. Je veux dire, t'as vu pendant la pandémie, tout était fermé. Il fallait avoir une certaine flexibilité. Puis ceux qui ont le plus de flexibilité, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Qui sont le plus débrouillards puis qui ont le plus d'intérêt. C'est vrai. Fait que moi, j'ai toujours resté comme ça. Je veux dire, demain matin, je pourrais encore changer. Là, si je suis tanné, je ferais d'autres choses. Mais c'est pas le cas en ce moment. Non, absolument pas. Mais dans le sens que, tu sais, je commençais mon cégep, puis je dis, bon... Puis là, l'enjeu, c'est que j'ai commencé mon conservatoire en 6e année. Fait que j'ai fait mes 3 années de préparatoire. En secondaire 3, j'ai comme commencé mon collégial au conservatoire. Après ça, en secondaire 5, j'étais à ma première année de supérieur, là, comme on dit. Là, bac. L'équivalence, oui. Donc après ça, j'ai fait mes 2 années de cégep. Puis là, il me restait juste une autre année pour faire mon concours. Fait que ça pour dire, j'ai fini très, très tôt tes études en musique. C'est ça. Ici. Oui. Parce que ça s'est terminé. Donc, il était où le fameux moment où est-ce que tu as fait « Bon, ça sera musique ». Il y en a eu plusieurs déclics. Il y en a eu un quand j'étais au secondaire, ma première année de cégep. Faut que je te raconte. Malgré que tu commençais ton double deck, tu savais quand même que tu t'en allais plus là. Ça a toujours été mon choix numéro 1. OK. Rendu là, c'était vraiment mon choix numéro 1. Ça se passait bien. C'est ça, ma première année de cégep, j'ai gagné le concours du Canada. OK. J'ai comme été le grand gagnant. Oh oui. Puis j'avais... En fait, la petite histoire, c'est qu'en secondaire 5, j'étais arrivé en finale nationale, mais la finale nationale était à Edmonton, puis c'était la journée de mon bal de finissant. Fait que là, j'étais embêté. Il fallait que tu choisisses. Je fallait choisir. En fait, j'ai appelé Louis Dallaire, qui était le directeur à cette époque-là. Okay. J'ai dit, c'est possible de déplacer ma performance? Puis il dit non, malheureusement, tout est booké. Là. Bon, j'ai dit, tant pis, je vais laisser tomber, parce que moi, j'avais déjà ma conjointe à l'époque. Là. OK. Déjà... Et vous aviez dit, écoute, il faut aller à notre bal quand même. Je veux dire, c'est... OK, question, est-ce que ça a valu la peine? C'est ça l'histoire, c'est que oui, je suis encore avec elle. Là, pas... OK, non, mais je pense que c'était cool d'aller au bal. Oui, non, c'était avec mes amis, puis on a trippé. Là. OK, parfait. On a vraiment eu du fun. Si tu me dis, le bal, c'était pas, il mouillait. non, on a vraiment eu du fun. Puis la petite histoire, c'est que finalement, l'année suivante, là, j'ai refait la finale nationale, puis là, la finale nationale était à Rimouski, parce qu'il y a eu la nouvelle salle des Jardins TELUS qui a été fondée, puis là, j'ai joué en solo avec l'orchestre. Puis là, je me suis dit, OK, là, ça commence à être sérieux, puis ça peut être possible. OK. Tu sais, quand tu gagnes des gros prix comme ça, c'est OK, c'est cool. Peut-être que ça fonctionne. Oui, ça pourrait... Il faudrait que je me laisse une chance, là. Fait que, tu sais, je devenais de plus en plus motivé à pratiquer dans tout ça, là. C'est cool, ça. Puis après ça, c'est ça, le bon an, mal an. J'ai fait, en fait, mes 2 premières années de cégep à Rimouski. Ouais. Puis après ça, ma 3e année, je suis parti à Québec, au cégep Garneau. Puis en même temps, je suis au conservatoire. Puis après ça, là, la dernière année, là, j'avais fini mon double deck. Il me restait une année d'études au conservatoire. Là, je me suis dit, bon, je vais essayer de me concentrer juste là-dessus, voir jusqu'à où je peux me rendre. Puis la dernière année, j'ai commencé à fouiller, là, c'est quoi les possibilités d'école à l'étranger pour aller me perfectionner encore. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que cette année-là, l'année précédente, durant l'été, j'avais fait l'Orchestre national des jeunes du Canada.
Puis j'ai rencontré un tromboniste, Simon Tétrault. Puis lui, il me dit « Ah, j'étudie à Genève, c'est vraiment cool. » c'est un jeune Québécois là, qui étudiait là depuis déjà un bout. Puis sa blonde, c'était l'accompagnatrice de la classe de hautbois de la Haute École de musique de Genève. Fait que là, il m'a dit « Ah, là, tu devrais venir à Genève, c'est vraiment cool. Puis tu viendras chez nous, tu vas pratiquer avec ma blonde. Puis voir c'est quoi. Hein? Voir c'est quoi. Puis, fait que là, j'avais comme déjà un premier contact. Ouais, là, puis Genève, c'est le fun, c'est en français. Ben oui. C'est facile au niveau de la langue. La Suisse, c'est en plein centre de l'Europe. Fait que là, c'était comme vraiment mon plan numéro 1 par la suite. Fait que là, j'ai fait toutes les demandes de bourse, les recherches, puis là, c'est ça, je m'enlignais pour cool. Genève. Mais j'ai quand même fait d'autres auditions. Là. J'ai fait à Genève, j'ai fait Lausanne. Puis si ça fonctionnait pas, je m'en allais essayer à Lyon, à Paris, au CNSM. Puis les États-Unis, c'était hors de question ou c'était moins un univers que tu connaissais moins? Ben, c'est-à-dire que c'était plus naturel pour moi d'aller en Europe parce que mon prof avait étudié en Europe. Oui, il y a tout. Toi et moi, on en a déjà discuté une fois en voiture en allant faire notre disque sur les différentes écoles de musique. Encore, nous, c'est très clair. Il y a les leçons un peu plus européens, le son allemand, français, tout ça. Puis il y a la fameuse école américaine, dont je pourrais qualifier la plupart des violonistes et des cordistes, je veux dire, ici au Canada et au Québec. On a un son qui se rapproche beaucoup plus de ça. Oui. Mais toi, non? Toi, t'es allé ailleurs, t'es allé chercher ce son européen. Genre, ton prof avait fait ça, toi, t'es allé là-bas. Et je pense, écoute, je me rappelle plus encore. Je t'avais dit j'ai dit de quelle école que tu es. Ouais, ben, c'est un mélange. Moi, je pense que c'est un mélange un peu. C'est un mélange. On peut pas, tu sais, au Québec, c'est aussi particulier un peu. On est comme le bataillon francophone en Amérique du Nord. Oui. Fait que de toute façon, on a quand même une couleur particulière. Déjà. C'est ça, de prime abord. Après ça, ici au Québec, on est un mélange. Il y en a qui ont été étudiés aux États-Unis, non, plus en Europe. Puis au final, ce qui nous rejoint, c'est qu'on essaie d'être flexible. Puis tu sais, il faut dire aussi les écoles, c'est plus ce que c'était, là. Tu sais, avant, c'était vraiment, en tout cas pour nous, très spécifique. Maintenant, les écoles tendent à se rejoindre un peu. Il y a une idée de son qui se joint, quelque chose d'un peu plus dark. Donc, c'est ça. Moi, je me qualifierais d'un peu d'hybride. C'est certain que quand je suis parti en Suisse, j'essaie de trouver le plus possible le son typiquement européen. Ben oui. Mais même quand on parle de son européen, il reste qu'à la base, il y a l'école principale, c'est l'école française puis l'école allemande. Exact. Qui sont pas nécessairement le même son non plus. Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai pris un peu... Dans tout mon cheminement, j'ai essayé de prendre le meilleur un peu de tout, là. Ouais. Mais c'est très américain en passant. Non, mais c'est vrai, l'école américaine, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est... Ben, il y a peut-être un truc, c'est un gros son. Ça. Il y a l'idée de gros son. Pour les cordes, je parle. Encore une fois, aucune connaissance pour les vents, qu'est-ce que ça représente. Mais c'est vraiment un mélange d'aller chercher le meilleur. Essayer d'aller chercher le meilleur de toutes les cultures puis de faire cette espèce de son plus compact, plus gros, efficace, qui perce, qui traverse. Ouais. Nous autres, en tout cas, c'est ça que ça dit. Oui, absolument. Puis mais vous autres... Ben, nous autres, il y a une certaine rondeur qu'on cherche, mais c'est drôle parce que les Américains veulent une rondeur. Un peu la même chose. Mais c'est juste que la différence principale, c'est que c'est la façon de l'obtenir. Okay. En Europe, on gratte les anges courts. Ça veut dire on gratte sur à peu près 1 cm de roseau. Puis on a un instrument qui est quand même assez ouvert. Donc, le mélange va donner quelque chose qui va être un peu différent, mais qui va se rapprocher de ce qui se fait aux États-Unis, dans le sens qu'eux, ils ont des anges qui sont assez faciles, puis un instrument qui est assez fermé. OK. Donc, l'idée, on veut à peu près la même genre de choses, mais on l'obtient pas de la même façon. Exact. OK, je comprends. Ouais, c'est un autre chemin. Exactement. Fait que là, mais moi, mon idée, c'est d'avoir une certaine flexibilité pour être capable de jouer parce que ça reste que, tu sais, moi, en tant qu'hautboyiste associé, hautbois solo associé à l'OSM, ben, je dois jouer premier hautbois, puis avoir un certain leadership, puis aussi jouer dans la section à l'occasion. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas les positions de chaise. Au sein d'un orchestre. Qu'est-ce que ça représente exactement? Pourquoi là, tu viens de dire je suis associé? Ben du monde qui écoute en ce moment, qu'est-ce que veut dire il est associé? Il est membre? Il est-tu pas membre? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, le terme associé... Non, mais c'est quelque chose qui fait... À chaque fois que j'ai des amis qui sont non-musiciens qui viennent à l'orchestre, juste toute cette relation-là, que ce soit au sein des cordes, parce que les cordes aussi, c'est spécial, l'emplacement des cordes, puis les vents, ils trouvent ça fascinant. Tu sais. Je pense que c'est une mauvaise traduction.
Parce que, tu sais, aux États-Unis, on dit principal puis associate. Ouais. Nous autres, on a mis associé, mais ça devrait être plutôt comme en France, là, co-principaux ou co-solo. Donc, au sein de l'orchestre de Symphonique de Montréal, il y a un hautbois solo. Oui. Qui est là, qui s'appelle Ted Baskin. Théodore Baskin, oui. Et toi, à côté de lui, tu es... hautbois solo associé. Dans le sens que je suis le deuxième premier hautbois. Ce qui veut dire... Et qu'est-ce que ça représente comme tâche? Ça veut dire que je fais les premières parties de concert. Donc, souvent, moi, je vais faire l'ouverture, le concerto. Puis, là, il y a une pause. Il y a une pause, puis lui, il va venir faire la symphonie. C'est ça, c'est le concert typique. Ça, c'est un concert typique de ton rôle. Donc, tu joues les premières parties, puis après, souvent, tu vas t'en aller. C'est terminé. Puis, c'est moi qui fais les concerts, les matinées jeunesse, les concerts pop, en général. Parce que, tu sais, là, dans ce cas-là, t'es solo. Tu prends toute je suis premier hautbois. T'es premier hautbois. Ouais. Exactement. Puis, ça m'arrive des fois, mettons, si on fait le sac du printemps, mais là, je vais être dans la section parce qu'il y a 5 hautbois. Puis, à l'OSM, on est 4. Donc on va te chercher. Puis je m'en vais faire le troisième hautbois. Il y a aussi le fait que si le premier hautbois, le solo, tombe malade, c'est moi qui remplace. Tu dois remplacer. Alors, tu dois toujours... Ça, c'est quelque chose qui est un peu dingo, je trouve, de ce job-là. Puis à la limite, je pense que j'aimerais pas l'avoir parce que tu dois tout le temps connaître 2 partitions. Oui. Ça, c'est quand même beaucoup de job. C'est ça qui m'effraie quand je pense à ça. C'est quelqu'un tombe malade, je sais pas, quelque chose arrive. Puis tu as dû avoir des situations où tu devais comme tout d'un coup... c'est drôle parce que ça arrive pas souvent. Ted, il a vraiment la réputation d'être là. Puis, il est fiable. Fiable, mais c'est arrivé dans ma première année de probation. Il était tombé à vélo, je pense. Puis là, c'était 3 jours avant le début de la saison. On faisait Pellières et Mélisande de Debussy. Okay. Avec Nagano qui dirigeait. Fait que là, j'avais probation en plus? C'est ça, ouais. Puis là, c'était un gros concert. Fait que là, je disais, OK, ben au moins, tu sais, j'ai eu 3 jours pour savoir vraiment que, tu sais, parce que le fait de te préparer, c'est quelque chose, mais préparer puis jouer, c'est autre chose. Ouais, tu sais que tu vas être pas mal correct, c'est correct, là, mais de dire, il faut vraiment que tu le joues, puis... fait que, ouais, ça avait été un gros défi. Mais la beauté, c'est que j'avais déjà joué la pièce. OK. À Verbier. OK, festival de Verbier avec Dutoit à l'époque. Plus, dans la lignée du son OSM. Oui, exactement. Fait qu'au moins, j'avais un bon background, fait que j'avais été capable de bien m'en sortir. Mais oui, il faut toujours être prêt quand même à toute éventualité. Là. Ah, c'est quand même stressant. Oui. Dit-il avec un sourire. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est bien parce que moi, je vois ça, que ça me fait apprendre les pièces aussi d'une façon un peu moins stressante. Oui, mettons, c'est vrai. T'es pas confronté non plus à aller au-devant, mais tu le sais quand même. C'est ça. Je sais qu'il faut que je sois prêt, mais c'est ça arrive rarement. T'es membre depuis combien d'années maintenant? C'est ma 8e année. 8e année. Je peux peut-être te raconter mon audition. Mais moi, les auditions, c'est ce que j'aime le plus entendre. Une audition, c'est le fun. Peu importe l'orchestre, peu importe quoi. Le processus qui est comme fou, parce qu'il faut que tu pratiques, que tu sois prêt. Puis il y a la fameuse journée où est-ce que tout peut changer. Là. C'est drôle parce que chaque musicien a vraiment son histoire d'audition. Là. Ah non, puis c'est les meilleurs. Mais la mienne n'est pas pire. OK, on y va. OK, good, vas-y, on y va. En 2014, il y avait l'audition nationale. La première audition pour le poste de hautbois associé. Puis je m'étais présenté, j'avais beaucoup pratiqué. Justement, c'était suite, un peu après le lancement de mon premier disque. Ça avait été une grosse année, cette année-là. Puis peu avant aussi, ma conjointe m'avait dit qu'elle était enceinte. Yes, pas de stress. Fait que c'est ça. Fait que pour dire, j'ai fait l'audition, ça se passait bien, j'ai fait la finale, mais ils n'ont pris personne. Ça arrive souvent, l'OSM. Mais ils n'ont pas trouvé le son qu'ils voulaient. Ou, tu sais, on n'a pas convaincu qu'on serait meilleur que l'international, que tous les hautboisistes qui pourraient se présenter à l'international. Fait que des fois, à l'audition nationale, c'est quasiment pire parce qu'il faut que tu convainques que tu es le meilleur, mais en plus que tu convainques tous ceux qui sont pas là. Que tu serais meilleur que tous ceux qui sont pas présentés. Donc, tout ça pour dire, au final... je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, au final, j'ai pas gagné, mais j'ai continué à pratiquer. Puis là, entre-temps, tu sais, les Vions du Roi m'ont appelé pour faire une tournée au mois de mars 2015. Fait que là, c'est ça, il a fallu que je refuse parce que c'est dans les dates d'accouchement. Ah, d'accouchement, OK. de ma conjointe. Fait que là, j'étais bien déçu, mais peu après, là, genre au début de l'année 2015, ben là, l'audition est sortie, l'international, puis c'était dans les mêmes dates. Dans le sens que dans les mêmes dates de la tournée des Vions du Roi, puis dans les mêmes dates de l'accouchement. Tout en même temps. Tout en même temps. Fait que ça pour dire, vu que j'avais refusé la tournée avec les Vions du Roi, j'étais disponible pour faire l'audition internationale. Donc c'est un peu grâce à
à ma fille Ben oui. que j'ai pu faire. Mais quelque part, parce que sinon, j'aurais pas. Probablement pas. T'aurais pris peut-être le boulot. Puis, oui, c'est ça. Donc, finalement, l'enjeu principal, c'était que ma conjointe accouche pas à la même date que l'audition. Donc, elle était prévue pour accoucher le 8 mars. Finalement, elle a accouché le 6, puis l'audition, c'était le 14. Fait que j'ai eu 8 jours après l'accouchement pour faire mon audition. Ça n'a pas de bon sens. Trouver une bonne ange, puis ouais, c'est ça. Puis être en forme. Ouais, ben... Comment vous avez géré? Vous avez de l'aide un peu familiale? Sa mère qui est venue nous aider un peu. Tu t'es isolé dans le sous-sol puis t'as pratiqué. Puis, ouais, ben, en fait, rendu là, j'ai connaissais beaucoup les traits, là. J'avais beaucoup pratiqué. Ouais. Puis c'était surtout de me trouver une bonne ange. On vient à l'ange! Pour le hautbois, là, quand ton instrument fonctionne bien puis t'as une bonne ange, ben là, tu te sens confortable puis là, t'es prêt tu te sens bien, puis aussi, mentalement. Oui. T'as une confiance qui est redoutable à partir de là. Exactement. Fait que là, je me suis trouvé une bonne ange. L'audition était quand même dure, longue. Oui. Ça a commencé à 9h, 9h30, puis on a fini à 7h30, 8h le soir. Là. Ah non, c'est tough. Fait que c'est des longues journées, puis c'est des enchaînements très difficiles. C'est des trucs très doux dans le grave. Tout ça fait à l'aveugle. Oui, c'est ça, derrière par avant. C'est important de le dire, ça, parce que c'est les gens de l'orchestre sont derrière un rideau, ils écoutent les candidats, ils ne savent pas qui ils sont. Alors, ils ne jugent que pour la qualité de ce qu'ils entendent. La personnalité, les looks, tout ça, n'importe. C'est pas quelque chose, on s'en fout. Bref. Non, c'est ultra important. Puis même dans plusieurs orchestres, il existe certains orchestres que le paravent tombe en finale. En finale, des fois, ils vont l'enlever. Vous le gardez jusqu'à la fin de tout. Même que c'est à la limite une surprise à chaque fois. Quand vous avez terminé de dire, bon, voici le gagnant, on va aller voir c'est qui. C'est ça, absolument. C'est tout le temps un moment... En tout cas, pour moi, ça a été très excitant. Puis c'était tellement une grande joie. Après toute la semaine que j'avais vécue. C'était beaucoup en même temps. Premier enfant. Après ça, de voir la gang qui... Première job. Première grosse job, ouais, c'est ça. Ah non, ça a été... c'est le fun, ça. Là, ça fait 8 ans. Là. Ça fait 8 ans. C'est ça. C'est facile à reconnaître. Là. Ma fille a 8 ans. Ah oui, c'est ça, c'est associé. C'est ça. C'est associé tout ça en même temps. Ouais. Et évidemment, mais vient après, comme tu l'as si bien indiqué, après, tu as l'approbation, dans laquelle ça prend comme une année où est-ce que tu dois jouer avec l'orchestre. Et après ça, c'est comme on pourrait dire ainsi un essai, une fois que c'est approuvé, une fois que l'orchestre fait un vote. Ouais. Et là, t'es membre. Et là, c'est ça qui est arrivé pour toi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a une mini-probation de 2 semaines. De 2 semaines, oui. Au début, pour voir si ça peut fonctionner. Puis moi, c'était drôle parce que c'était pendant l'été. Je pense que mon premier concert, c'était avec les 3 accords. C'était un concert festival juste pour rire. Qui était pas pire. Oui, c'était très drôle. Il y a des chanteurs d'opéra qui chantaient même. Ça avait été réécrit en allemand, en italien, puis comme en russe, c'est ça. Puis ils faisaient comme si c'était des leaders. Oui, c'est ça. C'était pas pire. Puis un de mes derniers concerts pendant ma mini-probation, c'était pendant la virée classique. C'était avec Nagano, puis c'est une pièce moderne qui fait le joug, une espèce de canard, je me rappelle plus exactement, du Black Brome. En tout cas, une espèce d'affaire inspirée de Lac des Cygnes un peu, mais vraiment ultra moderne, puis ça avait finalement, en tout cas, ça s'était bien passé. Fait que là, il a dit, OK, ben, on est bon pour l'essayer encore un petit bout. L'approbation, c'est quand même une année tough. Oui, surtout que là, c'est ça, moi j'avais un bébé. Là. En plus. Fait que là, je voyageais, je restais 4 jours semaine en général à Montréal, je revenais à Québec, parce qu'on habitait à Québec. Non, oui, OK, t'étais... Non! Oui. Moi, pendant mes 3 années de fin d'études entre la Suisse puis ma job à l'OSM, moi j'habitais à Québec. Fait que je suis revenu. Tu voyageais. Oui. Mais ça, il y a quelque chose de bien par contre. Parce que quand tu étais à Montréal, tu devais comme. Tu ne fais pas faire autre chose que focusser sur jouer, bien jouer. Tu dormais un peu. Tu revenais, tu allais te fatiguer à Québec, puis tu revenais à Montréal. C'est ça. Pour ça. Puis, mais ce qui était le fun, c'est que j'avais quand même pris de l'expérience. J'avais gagné déjà des jobs avant à l'Orchestre de Sherbrooke, à l'Orchestre de Laval. Puis, tu sais, je me promenais pas mal. Fait que j'avais déjà pris un peu d'expérience du galon. Là. C'est sûr, bientôt, on va parler de ta prescription. Je vois, il y a des choses sur la table que tu as amenées. C'est cool, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Ouais. Mais, on va quand même juste revenir un peu sur le fait de l'enseignement, parce que tu es professeur. Oui. Tu enseignes à l'Université de Montréal, oui. Dans lequel les gens viennent étudier avec toi pour faire un bac, une maîtrise ou un doctorat, peu importe. Et l'enseignement, ça fait partie de ta vie depuis quelques années maintenant? Ah ben depuis toujours. Moi, j'ai enseigné, j'ai commencé, je me rappelle, au secondaire. J'avais déjà, tu sais, j'étudiais au conservatoire, puis j'avais quand même assez avancé pour mon âge. Mm-hmm.
Puis secondaire 2-3, déjà, j'enseignais au lieu de travailler dans un dépanneur, toi, tu pouvais faire un petit argent de poche oui, avec ça, exactement. comme j'ai fait la même chose. C'est comme naturel. Au début, c'était vraiment complexe un peu, là, d'essayer de comprendre les principes. Puis, moi, j'avais beaucoup de problèmes, ouais, c'est ça. Puis plus ça va, j'ai toujours continué d'enseigner. Puis là, je développe comme mes façons de faire, puis mes tracks, là, un peu. Là. Mm-hmm. Quand il y a un problème, ben là, j'ai des pistes de solutions. J'en ai comme 3-4. Puis ça m'a toujours accompagné. Puis j'aime tellement ça, transmettre ce que j'ai appris. Tu sais, même encore cette année, des élèves, là, tu sors un doigté. Tu devrais essayer de le doigté. Puis, il n'y a jamais personne qui me dit ça. Non, mais tu vois, ça, puis là, c'est cool. C'est plaisant. Puis là, d'essayer de... Puis moi, j'amène aussi un peu ce que j'ai appris en Europe. Là. Tu sais, en Suisse, j'ai fait 2 ans à Genève. J'étais dans un milieu ultra... Les meilleurs oboïstes étaient là. Mm-hmm. J'ai un de mes collègues qui était rendu au Concertgebouw, au Bois Solo, qui a tout gagné les concours internationaux. Fait que, tu sais, c'était vraiment un milieu tellement stimulant puis énergisant. Puis, Pour toi, c'est qui je ne veux pas dire le summum, le best, mais oui, quelque part un peu. C'est pour toi l'inspiration de ton instrument, la personne que tu écoutes puis que tu n'en reviens pas tellement que c'est beau. Comment cette personne joue. Il y a un extraterrestre là, dans le monde. OK, ben c'est ça. Moi, je veux savoir c'est qui. Il y avait Oliguer, évidemment, de sa génération. Dans la nouvelle génération, celui le plus... star, mettons. Star, ouais, c'est François Leleu. François Leleu. OK. Ouais. Lui, c'est l'extraterrestre? Ouais, ben, tu sais, il est arrivé, il a gagné, je pense qu'il a commencé à Paris au CNSM, il avait genre 14-15 ans. À 18 ans, il gagnait un job à l'opéra, puis après ça, il a gagné à la radio bavaroise. Là, il fait du solo, il dirige. OK, ce genre de talent. Ouais, genre de ça, Martin. là. Comment il s'appelle, Martin? Freust, qui ouais. Il joue, il dirige, il danse. Je veux dire, il fait tout en même temps. Ouais, c'est ça. OK, donc lui, c'est un peu ça. Là, mais tu sais, des fois, c'est tellement... Des fois, c'est comme un peu trop. Là. Je peux pas dire à mes élèves, faites comme lui, parce que... Non, parce qu'il y a juste lui qui fait ça. C'est ça. Ouais. Il est dans son monde. Mais c'est impressionnant. Je le trouve incroyable. Mais après ça, il y en a des autres, des extrêmement bons. Là. Albrecht Mayer à Berlin, au Gringchuk, justement, qui est au Concertgebouw. Puis dans les jeunes, Ramon Ortega, Philippe Tondre, qui est à Philadelphie maintenant. Okay. Puis Ivan Podiumov, qui est aussi au Concertgebouw, qui était mon collègue à Genève. Donc, il y a toute une nouvelle génération là, qui pousse, puis ils sont vraiment... Puis tu restes quand même à l'affût de ça, tu continues à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là. Je trouve ça super intéressant. Moi, je suis un geek un peu. Geek, passionné aussi de ton métier. Là. C'est comme les médecins les médecins doivent toujours faire des formations, rester à jour sur le matériel, tout ça. Ben nous aussi. En tant qu'enseignant aussi, je trouve ça le fun. Faut que tu saches, ouais. Regarde les concours internationaux. Moi, j'en ai fait aussi 2 quand j'étais aux études. Puis je trouve ça important là, pour les jeunes de savoir quel répertoire il faut monter pour être au niveau. Puis qu'est-ce qui se fait. Puis aussi savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Moi, souvent, les étudiants, je leur demande tous, c'est quoi que t'écoutes? C'est qui que t'écoutes? Puis, surprenamment, souvent, ils m'en font découvrir. Là. Je suis comme, ah ouais, c'est qui ça? Puis là, j'étais pas au courant. Puis il y a des choses qui se passent underground là, qu'on n'est pas... oui, puis les nouveaux... C'est normal, tu sais. Puis ça, c'est cool de savoir qu'il y a une belle relève qui se forge. Avant d'avoir ta dernière question, ton 8 ans, c'est quand même une bonne stretch avec l'orchestre. Oui. Moi, je suis curieux de savoir ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 1, mais moments musicaux que tu as eu, soit avec l'orchestre là, ou ça peut être même à Vermier, mais tu sais, un moment fort pour toi qui est gravé. Tu sais, je pense, moi, j'ai ma liste dans ma tête, j'ai une petite liste de 5-6 concerts que eux, ils vont aller avec moi dans ma tombe. Là. Ça a été des moments qui m'ont transformé, qui m'ont ému, qui étaient puissants pour moi. Ouais. Je suis curieux de savoir un peu les tiens. Ah, ben il y en a quand même plusieurs. Il y en a plusieurs, mais mettons dans les tops. Là, ouais, ben je veux dire, même juste cette année, là, on pourrait dire la deuxième de Mahler avec Raphaël. Mm-hmm. Ça a été complètement renversant. Là. Moi, okay. J'ai joué du Mahler comme ça, là, j'avais jamais vu ça avec son énergie. Mais aussi l'énergie du band. Du band était hallucinante. Ça, c'est certain que ça va me rester. Même je faisais réécouter ça. Il a été enregistré, là. Mes parents ont écouté ça en ligne. Okay. Puis ils disaient, mais le monde, on peut avoir accès à ça en ce moment? Ben, je pense que là, non, il est plus disponible. Il a été disponible pendant un petit bout. Okay.
Maintenant, non, mais là, on va faire la troisième Ben oui, c'est ça, je à la pense fin de la saison, puis on va en faire d'autres, là, du malaire. Ouais, j'ai l'impression que... C'est bien l'impression qu'il va y avoir un projet de disque d'un intégral, mais bon, Ouais. à voir. Mais tu sais, d'autres concerts marquants, on est parti en tournée en Amérique du Sud, concerto de violon de Brahms, avec Nagano, ça c'est quand même marquant, là, gros solo d'hautbois. Puis c'était pas évident parce que, tu sais... Qui était au violon? Nagano, la violoniste... C'était-tu Hilary Hahn? Non. C'est une... mais justement, je pense que c'était Larry qui devait venir, puis finalement, elle est enceinte. Ah, OK. Puis elle s'est puis fait remplacer par... OK. comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Je retrouve. D'accord. Mais elle était incroyable. Mais c'est aussi, c'est une espèce... Quand tu as un solo dans cette tune-là, il y a une espèce de dialogue Oui. qu'il faut que tu catches puis que tu sois présent. Puis que c'est quand même pas facile. Oui. C'est des grands moments comme ça. Tu sais, en tant qu'associé, moi, je suis souvent dans les concertos, les ouvertures, tout ça. Fait que le concerto de violon de Brahms, c'est pas mal le plus gros. C'est le gros trait. Le gros trait lyrique, beau. Tu sais, moi, à chaque fois, ça revient. Je suis tellement content. T'es content de le faire? Oui, ça, c'est mon... Puis à chaque fois, je jouais en audition, j'étais tellement content. Je trouve que c'est un de mes meilleurs traits que j'aimais vraiment c'est faire. cool. Puis c'est encore plus le fun de le mettre en application réelle. Après ça, ben sinon, tu sais, il y a eu plusieurs gros moments marquants à Verbier. Ouais. Moi, j'ai fait pendant 3 ans des concerts avec du toit. Là. Ben, on a fait Heldenleben avec Némé Jarvi. Wow. Puis ça, c'est pas évident parce que c'était tout le temps live là, sur Medici. Ouais. Les caméras. Puis moi, je faisais le corps anglais, justement, on va enregistrer dans 2 semaines Heldenleben. Gros solo de corps anglais, puis là, il y avait la caméra qui était juste à côté de moi, puis là, ça se tourne. Oh, wow. C'est le moment de shiner. Là. Ouais. Fait que ça, c'est des moments quand même marquants qui te forment aussi, là, parce que le niveau de stress, c'est comme... un peu plus élevé. Plus élevé, là. Ouais. Mais le moment je pense qu'il y a un qui m'a donné le plus grand coup de cœur, dans mes premiers gros coups de cœur d'orchestre, là, c'était la première de Mahler, avec Jacques Lacombe à l'Orchestre national du Canada. C'est la première fois que, tu sais, quand les corps se lèvent à la fin, là, je n'étais pas capable d'aller... Les larmes me sont venues là, pendant qu'on jouait. Je me dis, je peux pas... Faut que je reste... mais de sentir la puissance d'un orchestre de même qui se donne... Tu sais, un orchestre de jeunes, là. Qui se donne, c'est le best. C'est fou. Fait que ça, j'en garde encore des super souvenirs. Nice. Écoute, c'est l'heure maintenant de la prescription. Oui. Prescription de Vincent, je t'écoute. Ben, écoute, il y a quelques mois, j'ai découvert... moi, souvent, les pauses d'orchestre, je me promène là, à Archambault, Renaud-Bré, tout ça. Là, puis je suis tombé sur le livre de Catherine Perrin, Les 3 réveils. Oui. Avec un hautbois sur la couverture. Ah, puis tu connaissais pas? Ben, je pense que c'est sorti en 2020. Puis c'est juste un peu avant la pandémie, là. Puis je sais pas, je l'avais pas vu passer. Puis là, j'ai lu ça, puis je revenais pas. Je trouvais ça tellement bon. Elle écrit bien, Catherine. Oui, puis c'est son premier roman. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça parle en plus d'un hoboïste. Le personnage principal, c'est un hoboïste qui a des problèmes mentaux éventuellement, mais ça se passe au Conservatoire de Québec au début. Fait que là, à un moment donné, je disais, c'est ma vie. Mais non, finalement, non, là, il finit dans le... Ça va pas super. Ça va pas super bien. Mais ce qui est le fun, c'est que, ça aborde des thèmes vraiment actuels. Le MeToo, la relation avec son père, la maladie mentale. Puis en plus, tu as une liste de lecture, d'écoute, des pièces au bois pour découvrir l'instrument. Ça parle des anges un peu, sans que ça devienne trop lourd. Trop technique. Trop technique. C'est vraiment, si on veut un peu plus approfondir le milieu du hautbois, c'est vraiment impeccable. Là. Puis Catherine, moi, je l'adore. Comme tu avais dit, vous aviez parlé de mon disque en 2014 quand il était sorti, Médium large. Puis maintenant, ce qu'elle fait avec Feu vert c'est super par rapport à l'environnement, moi, c'est un thème qui me touche beaucoup.
Fait que c'est ça, je voulais juste dire un petit Ouais. recommandé, parce qu'il est encore sur les tablettes. On peut le trouver facilement. Tu l'as lu aussi? Oui, ben oui, oui. Super bon. Très le fun. Cool. Excellent. Deuxième suggestion, c'est l'ensemble Zefiro. Zefiro, c'est un ensemble baroque. Ça, c'est là, j'ai emmené le disque de Zelenka. C'est leur premier disque qu'ils ont sorti. C'est Alfredo Bernardini, Alberto Gradi, Paolo Gradi. C'est deux oboïstes et un bassoniste baroque. Ils sortent encore plein de disques. Là, c'est un ensemble italien formidable. Et c'est sonate sur ce disque, c'est sonate pour deux hautbois et basson et basse continue obligée. De Zelenka, c'est un compositeur tchèque qui a été découvert plus tard un peu, mais c'est tellement extraordinaire le contrepoint qu'il y a là-dedans. Puis eux, ils font des disques justement un peu à valeur historique comme ça. Écoute, j'ai jamais entendu le nom de... Toujours sur instruments d'époque. OK. Puis ils font de tout, tu sais. Là, ils ont des concertos de Vivaldi. Il y a un CD que j'aime beaucoup aussi, c'est les Royal Fireworks de Handel. OK. Moi, j'ai une histoire avec les Fireworks. Quand j'étais jeune, justement, Philippe Magnan, il y avait une bande de hautbois. Puis là, il avait mis sur pied un concert. On allait faire les feux d'artifice royaux de Handel à Québec. Fait que là, ça s'est fait avec 12 hautbois, 4 bassons, des trompettes et des timbales là-dedans. C'était hallucinant. OK. Fait que c'est pour dire que Zefiro, il a enregistré aussi les Fireworks. OK, cool. À l'époque, les bandes de hautbois, c'était super important pour la cour du roi Louis XIV, dehors, il faisait de la musique. Les hautbois, ça remplaçait les trompettes, là. C'était vraiment... Ouais. Puis moi, j'adore écouter j'adore la musique contemporaine, mais la musique baroque, quand j'ai besoin de relaxer, là, c'est ça que j'écoute. Okay. C'est les premiers amours. Le hautbois, l'âge de... l'âge d'or, ouais, c'est ça. C'est la musique baroque. Fait que c'est ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter Zefiro. Zefiro. Super, excellent. Est-ce que tu as un dernier truc? Oui, dernier truc. C'est ça, j'ai beaucoup hésité, une dernière chose, parce que je voulais avoir quelque chose qui représentait un peu mes valeurs justement par rapport à l'environnement. Je suis assez préoccupé par rapport à ça dernièrement. J'ai lu beaucoup dernièrement aussi les trucs littérature autochtone, là, Kukum. Puis j'ai écouté la série Il était une forêt de Fred Pellerin. Oui. Puis ça, ça m'a fait triper parce que c'est tellement bien réalisé. Ça me montre l'importance de s'occuper de la nature. Il y a c'est une mini-série là, de 4 épisodes qui parle de la forêt nourricière. Il parle aussi des Premières Nations. J'ai entendu beaucoup parler, mais j'ai rien vu. C'est sur ici tout.tv. Donc, c'est facilement accessible. Ça s'écoute. Puis en plus, Fred Pellerin, moi, je l'adore. Il fait des concerts à chaque 3 ans avec l'OSM. C'est toujours très, très bon. Là. Très bon, très touchant. Puis de marier la musique avec les images, moi, c'est ce que je préfère. Mais tout ça pour dire que cette série-là, j'ai trouvé fantastique. Puis ça remet en place les valeurs justement de protection de l'environnement, de faire attention. Mm-hmm. Il parle de son lac, il fait venir des immigrants pour montrer le temps des sucres, c'est quoi. Ben oui. Fait que, en tout cas, ça m'a touché, puis je trouvais ça important d'en parler. Cool, excellent. Hey, merci, c'était super le fun. Vraiment, vraiment plaisant. Et tout le monde, allez écouter, ce nouveau disque qui sort vendredi sous les étiquettes Atma. Et sur ça, à bientôt. Au plaisir. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.